Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans notre quotidienne consacrée comme tous les soirs à la route du Rhum. Et comme tous les soirs, évidemment, je vais être accompagné de Victor Pérez-Boucheron. Bonsoir Victor. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Merci. Et pour commencer, je vous propose tout simplement d'écouter le sommaire de cette émission. Chez les ultimes, Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild et François Gabard sur Lazartique se livrent un duel homérique aux portes des Alizés. Chez les Ocean 50, Quentin Vlaminck sur Arkema caracole en tête du classement, le témoignage de son routeur dans cette émission. Et nous aurons aussi comme chaque soir le journal du Rhum, la rubrique On-Board ainsi que notre page réseaux sociaux. Mais bien avant les réseaux sociaux, il est l'heure du résumé des dernières 24 heures. Débattage de bureau Malais. Je ne comprends pas. On était à Neury, J3. C'était prudent. Voilà, il reste plus que ça. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. Toute la détresse de Louis Burton après le dématage de son IMOCA. La flotte de la route du Rhum destination Guadeloupe a traversé un fort coup de vent. Les marins font le dos rond. Les compteurs me disent 32 nœuds, 33 nœuds, mais vu que le vent il est pas bon depuis le début, je pense qu'il y a entre 35 et 37 nœuds. Et la mer est dégommée. Je me prépare d'aller prendre le deuxième rig. Ça tape pas mal. Il faut rester dans les endroits qui sont bien amortis. J'avais dit que ce serait une balade, ce serait un truc tranquille. Les conséquences de ce front rapide et violent sont nombreuses. Dématage des classes 40 Cross-Call et la boulangère bio, et surtout le chavirage de l'Ocean 50 de Thibaut Vauchel-Camus. Une petite pensée pour Thibaut, le pauvre. Il a dû se faire peur. Et j'espère qu'au moins ça... Au moins il n'a pas trop pas trop de casse. C'est toujours de la casse hein, forcément, mais il s'est pas fait mal. Et qu'il arrivera à récupérer son bateau. Tous les skippers sont sains et saufs et désormais à l'abri. La grande majorité des concurrents naviguent maintenant dans des conditions plus clémentes. En tête de course, Charles Caudrelier a repris l'avantage sur François Gabard. Thomas Coville complète le podium. Alors en effet, depuis quelques heures, les conditions climatiques sont un petit peu plus clémentes en général, ce qui profite notamment en Ocean 50 à Quentin Vlaminck sur Arkema. Le néo-aquitain caracole toujours en tête de sa catégorie et comme vous allez pouvoir le constater, son moral est tout simplement au beau fixe. Ouais, c'est ça, la sortie du Lac Saint-Jean, il y avait une petite zone à négocier et puis là ça commence à être un peu mieux. C'est pas... Là ça fait une demi-heure, c'est un peu moins bien, hein, mais c'est pas gagné encore. En tout cas, on est là où on voulait être et donc ça c'est top. Ouais, j'y vais très prudemment, hein, faire gaffe, c'est qu'il y a quelques petites risées par moment. Mais non, ouais, puis j'ai bien dormi, là je faisais une pause, j'ai un peu trop dormi. Donc j'allais me faire un petit pique-nique, tu vois. Mais bon, faut faire gaffe. Là je suis à 15-16 nœuds. Et écoute, j'en profite, hein. C'est pas sûr que ça reste aussi stable, donc tout ce qui est pris est pris. En fin de journée, on devrait pouvoir mettre enfin un Janaker. Ça c'est une bonne nouvelle, ouais, c'est sûr. J'ai cru qu'on n'allait jamais les mettre. Donc voilà, après bon, la route est très longue et il faudra faire gaffe à tous les nombreux pièges qui nous restera, mais on va continuer à y aller prudemment comme ça, étape par étape. Et puis voilà, derrière ils vont être de plus en plus énervés aussi, donc forcément ils vont vouloir revenir et ça va être chaud quoi. En fait, j'ai pas barré depuis le départ surtout en fait. J'ai pris ce pilote et je ne suis pas sorti de mon roof depuis le départ, sauf pour griller un petit Jenna que j'ai pas utilisé tout à l'heure. Mais sinon, non, oui, je suis en pleine forme. Écoute, ça pourrait durer 3 mois comme ça, c'est parfait. Et donc non, il faut en profiter. Hein. Moi, je pars du principe que je me repose dès que je peux. Et pour le moment, j'ai que ça à faire, donc c'est parfait. Donc ça marche, ouais. J'espère, écoute, je vais me faire un petit pique-nique, ouais. Alors cet enregistrement a été réalisé ce matin en tout début de journée donc. Et avec nous ce soir pour compléter cet entretien, nous avons Lalou Rouquayrol en direct. Bonsoir Lalou. Bonsoir Jean-François.
Alors vous êtes le routeur, si l'on peut dire, pour résumer, de Quentin. Est-ce que depuis ces commentaires de ce matin, est-ce que vous avez des nouvelles de lui, d'autres nouvelles, pour commencer? Oui, en fait, on est une équipe de routeurs, donc je fais partie du team de routage. En réalité, donc on a Eric Mas qui est à Paris et qui est notre ingénieur météo, un garçon avec qui je travaille moi depuis 1998. Et puis là, je suis actuellement donc sur Galvana, qui est le bateau d'Alex Peya, qui est mon compère avec qui j'avais remporté la Transat Jacques Vabre en 2017. Et donc on est tous les trois au chevet de Quentin à suivre attentivement sa route. Donc effectivement, on est en permanence en connecté avec lui. Alors beaucoup par SMS, enfin en tout cas par messagerie, très peu par la voix. On préfère le média message parce que ça permet de réfléchir, ça permet surtout donc de poster des choses et puis ensuite de les récupérer à n'importe quel moment, donc d'éviter que le skipper ne soit peut-être pris dans une manœuvre et ne puisse pas répondre, ce genre de choses quoi. Alors, donc, comme je vous demandais tout à l'heure, pardon, est-ce que depuis cet entretien qu'il a donné ce matin, est-ce que le moral est toujours au beau fixe? Il est toujours premier de sa catégorie, rappelons-le. Est-ce que pour le moment, voilà, est-ce que tout se passe bien pour lui? Est-ce que tout s'annonce bien? Écoute, oui, alors le moral de Quentin, donc il est au top, ça c'est sûr, parce que Quentin c'est un compétiteur, donc là il est bien dans sa course, il est bien dans le bateau, donc de ce côté-là je suis pas trop inquiet. Non, par contre on traverse actuellement, donc on traverse depuis une petite heure une zone très instable avec des vents, avec des grains notamment. Donc entre les grains il y a de la molle, donc on se retrouve avec 6, 8 nœuds donc entre les grains, et sur les grains on a entre 20 et 25 nœuds, donc c'est extrêmement difficile de pouvoir toiler le bateau convenablement, donc c'est beaucoup de manœuvres, donc c'est aussi donc beaucoup d'épuisement, donc voilà, on a sous l'influence de la fin donc de la dépression, et qui vient perturber un petit peu la bordure anticyclonique dans laquelle se trouve Quentin, et ça c'est un petit peu compliqué à gérer. Alors on est placé un peu légèrement plus au nord donc que le reste de nos camarades qui devraient aussi avoir les mêmes conditions que nous, et donc c'est une situation actuellement qui est pas agréable quoi. Mais bon, tu vois, je suis en train de regarder le nouveau classement en live en temps réel, et puis finalement on n'a rien perdu sur la dernière heure, et on est au cap qu'on souhaite. Bon, pour l'instant je dirais que ça va. Alors, si ça va actuellement, Lalou, quelle crainte vous avez? Parce qu'à vous entendre, voilà, ça se passe bien, clairement, mais il y a un petit peu de danger. Quel est le danger concrètement là dans les heures qui viennent pour Quentin? Ça va être gérer la zone de pétole qui est devant. Donc d'essayer de la négocier au mieux possible, et donc de maintenir on va dire un contrôle donc sur nos adversaires, donc en restant légèrement au vent, et le plus proche possible donc de la route directe, donc de l'ortho. Donc voilà, donc le danger ça va être vraiment ça, de négocier les zones de pétole qui sont assez incertaines et qui sont assez mouvantes sur l'Atlantique, et donc sur notre route. On a fait le choix, donc comme les ultimes, de passer par le sud, parce que la route nord étant quasiment impraticable et compliquée. Donc cette route sud, elle est pas simple. Les alizés sont très 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 bas, pas établis, en tous les cas pas établis dans certaines conditions. Donc du coup, ça fait des zones donc voilà notamment de pétole, et c'est ça qui est le plus difficile à gérer actuellement. Avant de se projeter sur les derniers jours de course, Lalou, comment peut-on analyser justement les choix et les bons choix de Quentin qui expliquent qu'actuellement il soit leader de sa catégorie? Écoute, on a fait une petite erreur en sortie donc de Saint, on est passé par l'extérieur de Saint, et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu de distance à ce moment-là, donc là on est sur le dépôt de la course. Ensuite derrière, on a fait finalement notre course, on a imposé le rythme, à la fois le rythme et puis la position qu'on souhaitait.
ce qui nous a permis assez rapidement donc d'être devant. S'il se trouve que c'était du pré, le bateau va très très vite dans ces conditions-là. Le pré est vraiment une allure que le bateau affectionne. Donc Quentin est rentré assez rapidement aussi dans sa course. Finalement, on n'a pas fait de choix extrême, on est resté relativement sage quand tu vois, donc par exemple quand Thibaut nous a doublé donc Quentin, nous on a préféré avec Alex, donc, et ça c'est peut-être l'expérience qui parle, lever le pied en lui disant bon attends, t'as rien à gagner dans, tu vois, dans 35 ou 40 nœuds de vent. Au contraire, vaut mieux faire le dos rond, vaut mieux attendre un petit peu, être un peu plus passif, préserver le matériel, préserver le bonhomme, préserver le matériel pour pouvoir attaquer au moment où on en aura besoin. Il se trouve que voilà, malheureusement Thibaut en a fait les frais. Nous on a préféré plutôt être attentiste sur ce coup-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu vois, donc on a repris la tête du classement Ocean 50. Après bon, il y a une cinquantaine d'amis d'avance donc sur le reste de la flotte. Ça peut très très vite disparaître donc en Ocean 50. Hein, donc il suffit de 5 heures en gros où les concurrents sont à 20 nœuds et puis toi t'es à 10 nœuds et puis du coup t'as perdu tes 50 000. Donc les bateaux ont des vrais gros différentiels de vitesse par moment, et donc il faut rester vigilant, il faut rester attentif. La course est pas finie tant que la ligne n'est pas franchie. Hein. Ça, c'est sûr. Comme on dit en football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout n'est pas terminé. Cela étant, Lalou, on est lundi en fin de journée. À votre avis, quand est-ce que ça peut commencer à sentir bon, entre guillemets? Quand on commencera à voir les Antilles, j'aurais tendance à dire, parce que là c'est des situations qui sont quand même assez complexes à gérer. Honnêtement, donc on serait dans une situation classique d'Alizé. Bon, globalement on serait pas très très loin là, et ensuite derrière c'est du tout chaud, c'est de la grande glisse. Or là, les Alizés étant très très bas, très sud, donc il va être voilà, on a toute une zone devant nous là qui nous attend. On a à peu près 800 000, 1000 milles qui vont être assez compliqués à gérer. Donc il faut rester attentif, je pense, quasiment jusqu'à l'arrivée. Hein. Ça fait une course aussi très passionnante. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, là, rien n'est joué pour personne, et tout peut basculer à n'importe quel moment. Donc du coup, et voilà, il faut rester vigilant, il faut rester attentif, il faut rester sur les réglages. On demande tout le temps, régulièrement à Quentin. Donc, en tous les cas, on lui rappelle donc les petits principes. Hein. Il les connaît. Et c'est plus en rappel, en gros, mais voilà, donc de le remettre un peu dans les réglages, de le remettre donc de vérifier s'il n'y a pas des algues ou ce genre de choses, donc dans les appendices, dans les dérives, dans les feuilles, dans les safrans, voilà, tu vois, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire en permanence, de façon à rester toujours vigilant. Et je pense qu'en fait, vraiment, on va commencer à souffler quand on verra les Antilles, pas avant, quoi. Un petit mot, Lalou, quand même, avant de vous remercier sur le parcours de Quentin. C'est un peu votre jeune padawan, vous l'avez pris très tôt, il avait 18 ans. Comment vous pourriez décrire l'ascension, le parcours de ce jeune homme, de ce jeune skipper? Régularité, je pourrais dire, enfin, si on le résume en quelques mots, c'est régularité, persévérance, et envie, envie ou passion. C'est-à-dire que, en gros, Quentin, on l'a mis donc d'abord avec moi sur mon trimaran. Ensuite, donc à la construction, bien sûr. Donc on l'a pris comme apprenti, hein, donc la construction des bateaux. Ça c'est vraiment la patte Lalou Multi, hein, donc de notre société. C'est-à-dire qu'en gros, donc les skippers, mais que ce soit Kenny Piperol qui est aujourd'hui sur Captain Alternance, ou que ce soit Quentin, donc sur Arkema, on les met à la construction. On leur fait comprendre et on leur fait toucher du doigt ce qu'est la construction d'un bateau, ce qu'est un bateau de course, et à partir de là, derrière, on les met sur l'eau, on les met donc à naviguer, on les remet dans leur métier, et on les fait monter crescendo. Et Quentin, donc il a 2 mini derrière lui, donc 2 projets qu'il a mené, alors très très accompagné par nous, hein, par l'écurie bien sûr, mais en gros, donc voilà, donc et Quentin c'est un compétiteur, donc du coup c'est quelqu'un qui lâche rien, mais qui est très réfléchi, qui reste posé, et donc qui derrière donc
donc fera pas n'importe quoi. Donc va réfléchir peut-être une fois plutôt que de se lancer dans une aventure ou dans une option qui pourrait être risquée. Donc là aujourd'hui son ascension, il est à la place. C'est ce que je leur ai dit avant de partir à mes deux gars. C'est-à-dire qu'en gros ils sont à la place qu'il mérite. C'est-à-dire que on peut dire ce qu'on veut, on peut être jaloux de lui, on peut dire qu'il a voilà, qu'il mérite pas sa place, etc. Aujourd'hui, pour moi, pour la Lumiti, pour Fabienne, ils sont tous les deux, l'un et l'autre, donc à la place à laquelle ils doivent être. C'est-à-dire donc qu'ils ont été cherchés, qu'ils ont mérité, et aujourd'hui, voilà, Quentin, il est devant, et c'est pas totalement un hasard. Même si on l'attendait pas forcément donc sur une première place, même si peut-être qu'il finira que sur le podium, ce que je lui souhaite vraiment, globalement, il a la place qu'il mérite, quoi. Juste peut-être dernière question, on a bien compris que vous étiez superstitieux et on vous comprend, mais une victoire tout de même, Lalou, à 29 ans pour Quentin, ça serait quand même un vrai palier de franchi, non? Alors, il en a 30, hein, depuis peu, mais il vient d'en avoir 30 il y a 3 semaines. Donc, oui, non, ça serait un vrai palier. Alors après, tu sais, les choses, faut qu'elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Ça serait extraordinaire pour lui, donc, de pouvoir décrocher un Rome. Maintenant, voilà, tant que la ligne donc n'est pas franchie, on peut toujours supputer. Donc, oui, ça serait quelque chose de génial pour lui, ça serait quelque chose de génial pour l'écurie, pour nous, pour une toute petite écurie donc en Pointe-Médoc, la seule qui aujourd'hui donc présente plusieurs bateaux, donc avec plusieurs partenaires, donc sur une course majeure comme la Route du Rhum. C'est une vraie fierté. Tu vois, une chose qui nous a vraiment marqué nous au niveau de l'écurie, c'est que premier jour de course, on claque le trophée Brittany Ferry qui récompense donc les premiers de chaque catégorie, donc après 24 heures. C'est pas des Bretons, c'est des Néo-Aquitains. C'est en tous les cas donc une écurie néo-aquitaine et puis donc un jeune Guadeloupéen et un jeune donc néo-aquitain qui décrochent ce truc-là. Et pour nous, petite écurie donc dans le Médoc, c'est une vraie grosse fierté. Donc voilà, quoi rajouter de ça à ça. Oui, ça serait super pour Quentin, bien évidemment, pour sa carrière et pour sa suite. Et quand je dis Quentin, j'entends donc l'écurie de la Lumiti et Arkema bien entendu, parce que on est extrêmement liés aujourd'hui, que Quentin est habitant donc du Médoc et partie prenante de notre écurie et représente donc aujourd'hui donc notre écurie sur des courses au large. Donc oui, ça serait génial. Mais bon, pour l'instant, on est concentré sur le fait qu'il continue à bien naviguer comme il le fait et à progresser comme il le fait actuellement. Merci Lalou Rouquayrol, et on ne manquera pas de vous rappeler, je peux vous l'assurer, en cas de victoire, de faire un joli cocorico régional. Merci encore et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Je rappelle que nous avions en ligne donc Lalou Rouquayrol, qui est l'un des routeurs de Quentin Vlaminck, actuellement en tête des Ocean 50. Autre témoignage en course chez les géants de la mer, cette fois, les ultimes donc. Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild ne compte que 2 heures d'avance en gros sur François Gabard. Et rien n'est donc joué, c'est ce qu'il admet ce matin. Bien fatigué, je vous propose tout simplement de l'écouter. Ouais, alors ils sont pas bons, hein. Enfin, ils sont mous, c'est terrible. On longe un anticyclone là, donc c'est la galère, hein. Franchement. Et les temps qu'on fasse le dernier bord... ça devrait aller mieux, mais il n'y a pas eu un moment où on a eu des conditions en fait où on peut se reposer, à part le tout début. Là. Et putain, c'est dur parce que le bateau est tellement exigeant, on est en limite de vol tout le temps, et si tu voles pas, t'es à 24,2, si tu voles, t'es à 31. Là. Et le vent est très très pourri. Donc je pense que et François aussi, on s'arrache les cheveux pour essayer de trouver du vent. Mais non, ça va, mais c'est pas les fameux alizés comme on aimerait les avoir. Non, on est déjà bien. Là c'est le plus beau bord, quasiment. Je suis au-dessus de 30 nœuds tout le temps, mais sinon, faut se battre pour être en 30 nœuds. Ça vole pas bien, il y a de la mer. C'est pas des conditions faciles du tout, enfin, de repos, parce que j'arrive pas à les barrer, même pour essayer d'avancer plus vite. J'essaye de dormir là, mais tu m'as réveillé, quoi. Ouais, c'est dur, hein, mais bon, après, ça va, j'ai bien géré, mais c'est vrai qu'elle est physique, cette route du Rhum, parce qu'il n'y a pas de bord de tout repos. Les premières nuits, heureusement, j'ai beaucoup dormi.
Mais là, j'arrive même plus, tu sais, t'as un moment où t'arrives plus à aller, t'es fatigué, mais t'arrives pas à dormir, c'est assez étonnant. J'avais jamais expérimenté ça. Et là, je tourne dans mon matelas en essayant de dormir et j'arrive pas à dormir. Et c'est l'approche du truc. L'enjeu est de taille. Voilà. Ouais, ça s'est pas mal passé là. Donc je suis content, j'ai de l'avance, mais bon, même si j'arrive à conserver cette avance jusqu'à Guadeloupe, déjà il y a encore les prochaines heures, là, les 5-6 prochaines heures, t'as vite fait tomber dans un trou de vent là, donc tu peux faire des grosses différences. Et après, l'écart il est quand même faible pour un tour de la Guadeloupe. Voilà, malheureusement, s'il y a un truc à changer de la route du Rhum, c'est le tour de la Guadeloupe. Il faut le faire, enfin, on n'en est pas là, mais c'est sûr que si on regarde cet écart-là, et ça fera même pas 2 heures à tête avant l'anglais, donc c'est pas grand-chose pour un tour de Guadeloupe. Et on n'est pas là encore. Ouais, écoute, le type c'est de dormir là. Le bateau va bien, là, je suis calé, donc là on profite, ouais. Donc, là c'est de dormir. Et je sais pas pourquoi, je rêve de dormir depuis de 24 heures, et là c'est hyper compliqué finalement de trouver le sommeil avec les mouvements du bateau, la vitesse, tout ça. Oui voilà, je vais y arriver. C'est un sprint depuis le début, je crois. C'est un truc de fou. Quand j'ai fait les 24 heures ultimes, je me suis dit bon, on pourra pas faire ce rythme sur la route du Rhum. Et là, faut reconnaître que d'être aussi proche, ça met du rythme. Et puis là, vraiment la météo est difficile, donc exigeante, on va dire. Elle est exigeante, voilà. Écoute, en tout cas c'est sympa, sinon c'est un beau match. Ouais, non, c'est un beau match, il n'y a pas de répit. Ouais, je pense que ça va aller mieux, la mer devrait aller mieux. Après le dernier empannage, on va avoir du vent, et voilà. Un témoignage sans filtre de leader du classement, vraiment toujours étonnant, épatant d'entendre ces témoignages en pleine mer. On va enchaîner avec les classements justement des 4 catégories principales de cette Room du Rhum. Donc comme d'habitude, on commence par les ultimes 32-23 avec, sans surprise, vous venez de l'entendre d'ailleurs, donc Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild qui a 2-3 heures d'avance tout juste sur François Gabard et Lazartic. Thomas Coville est à 50 000 juste derrière François Gabard, donc il n'est pas très loin finalement du deuxième. Après un petit peu plus derrière, quatrième, donc Francis Joyon, le tenant du titre qui a 150 000 de retard sur François Gabard. Ensuite donc Yves Le Blévec attend 5e position, Arthur Levaillant 6e, Armel Leclèche qui remonte bien depuis son retour aux affaires et son départ de Lorient en 2 temps, et Romain Pillard qui reste 8e de sa catégorie. En Ocean 50, on vient de l'évoquer il y a quelques minutes avec Lalou justement, donc, et la belle place pour le moment de Quentin Vlaminck, l'un des régionaux de l'étape, devant Erwan Leroux qui n'est donc pas très très loin finalement, mais pour le moment Erwan Leroux sur Coesio est toujours 2e, Sébastien Rogue est 3e, Armel Tripon est 4e, c'était le même classement hier à la même heure. Ensuite on retrouve Éric Perron 5e qui était 6e, et Gilles Lamiré qui clôt ce classement des Ocean 50. On vous rappelle les 2 abandons. Chez les IMOCA, pas de changement depuis 24 heures. C'est toujours Charlie Dalin sur Apivia qui est en tête devant Jérémy Bayou de chez Charal et Thomas Ruyant qui est 3e. Et enfin, pour terminer, en classe 40, alors là, c'est un petit peu la bagarre depuis 24 heures, avec un classement qui ne cesse de changer, mais à l'heure où nous parlons, c'est Xavier Macaire qui est en tête devant Johan Richaume, qui était en tête justement en milieu d'après-midi, et Corentin Douguet qui lui aussi a été second. Donc vraiment classement très serré au niveau des classes 40, et donc compétition à suivre, comme l'on dit. Victor Pérez-Boucheron, quant à lui, reviendra en détail, comme tous les soirs, bien sûr, sur les performances des néo-aquitains dans son traditionnel journal du Rhum que vous connaissez tous. Outre l'aspect sportif, la route du Rhum, c'est aussi, vous le savez, des festivités. Et comme annoncé hier par le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, le village a ouvert ses portes aujourd'hui. Un sujet signé Victor Pérez-Boucheron. Hier en Guadeloupe, l'ambiance était tout autre que celle qu'ont connue les marins. Ce dimanche marquait l'inauguration du village au Memorial Act. Monsieur le préfet, Harry,
Entre autres, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, son homologue de Saint-Malo, Gilles Lurton, et Joseph Bizard, directeur général d'Océsport Penduic, ont inauguré le village aux alentours de 15 h, heure locale. Les élus ont déambulé dans le village pour découvrir les spécialités locales de la Guadeloupe. Louis Lurton se félicite de l'organisation tant à Saint-Malo qu'en Guadeloupe. C'est le trait d'union parfait. Alors je n'oublie pas qu'il y a actuellement des skippers en course. Je n'oublie pas que c'est difficile pour eux, qu'ils ont des conditions météo qui ne sont pas forcément faciles. Et donc c'est aussi à eux que je pense en inaugurant ce village. Mais en tout cas, je tenais absolument à être là par amitié pour la Guadeloupe en tant que représentant de Saint-Malo, par amitié pour les Guadeloupéens, par amitié pour Harry Chalus et le maire de Pointe-à-Pitre aussi, avec qui je suis en relation, et puis aussi pour accueillir très vite les premiers skippers. La soirée s'est conclue par la présentation des élus sur la grande scène, à tour de rôle, succession de prises de parole. Soucieuse de l'environnement, avec de vraies valeurs de plus en plus éco-responsables, soucieuse de l'environnement, avec de vraies valeurs. Plus que quelques heures à patienter avant de voir l'effervescence route du Rhum s'emparer de Pointe-à-Pitre. Et c'est le moment de retrouver notre envoyé spécial en Guadeloupe, Nicolas Coute. Bonsoir Nicolas, ou plutôt bonjour pour vous. Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes à côté de Basse-Terre sur la plage de la Grande Anse ici en Guadeloupe où il y a 5 heures de moins et certainement quelques degrés aussi. Je ne sais pas si vous avez évoqué les alizés avec votre invité, la Loulou Kérol, il y a quelques minutes de cela, mais sachez que les prochaines heures, la prochaine nuit va être délicate et notamment au PC sécurité et au PC course et de météo à Gosier. On va suivre cela avec beaucoup d'attention parce qu'il y a encore beaucoup de risques pour les marins en lice. Merci Nicolas. On vous retrouvera en fin de journal justement pour compléter cette carte postale et annoncer justement notamment l'invité que vous aurez demain. Mais pour le moment, c'est encore une petite surprise. Merci à vous. Comme chaque soir, place à présent à votre journal du Rhum, présenté évidemment comme tous les soirs par Victor Pérez-Boucheron. On ouvre le journal du Rhum de ce lundi 14 novembre. La nuit a été globalement calme pour les skippers. Nous ferons un point sur la météo passée et à venir pour les marins. Nous regarderons les faits de course des dernières heures et nous ouvrirons enfin la page Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, des pressions très creuses à 975 hectopascales et centrées à 300 000 des côtes irlandaises. Le front froid associé à cette bombe météorologique s'étend de l'ouest à l'Irlande et aux Açores. À l'avant de celui-ci, un flux de sud-ouest fort à température dominante. Flux de nord-nord-ouest irrégulier au nord-est de l'anticyclone des Açores à 1029 hectopascales, lui-même centré au sud-ouest de l'archipel. Il se prolonge par une dorsale en direction de Madère. Régime d'alizé irrégulier autour des 15 nœuds au sud de cet anticyclone. Demain, les ultimes 32-23 auront bien progressé dans la nuit en direction de l'Arc-Antillais sur un alizé d'est-nord-est, toujours aussi instable des 15-20 nœuds en moyenne. Ce sera une véritable course de vitesse que les ultimes 32-23 se disputeront tout en ayant négocié le passage de grains orageux jusqu'à 30-35 nœuds. Les diverses empannages que certains seront amenés à effectuer rallongera un peu plus leur route initiale. Les leaders de ce groupe devraient atteindre l'Arc-Antillais dans la soirée. Les poursuivants d'Ocean 50 auront dû naviguer pendant la nuit en bord du reste de l'anticyclone des Açores dans un flux de nord irrégulier avec des zones de molle à éviter. Ce lundi 14 novembre, en tête de la flotte de la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe, les ultimes 32-23 voient enfin la porte des alizés s'ouvrir devant eux. Pour l'heure, ces derniers demeurent toutefois un peu timides et contraignent Charles Caudrelier, Edmond de Rothschild et ses deux poursuivants les plus proches à déployer beaucoup d'énergie pour faire avancer les bateaux. Dans leur sillage, les concurrents des autres classes et catégories s'impatientent de trouver des vents portants à leur tour. Restent hormis les Ocean 50 qui vont pouvoir envoyer les Junakers dans la soirée. La grande majorité des solitaires vont devoir encore attendre. Et pour cause de ces dernières heures, ils n'ont eu d'autre choix que de remettre de l'ouest dans leur route avec à la clé à la confrontation musclée avec un troisième front au nord des Açores. Pour eux, c'est donc une nouvelle journée tonique qui s'annonce. C'est encore plus vrai pour les marins évoluant toujours aux abords du Cap Finistère qui vont, eux, essuyer une situation de tempête. La faute à l'ex-ouragan Nicole, aujourd'hui devenu une véritable bombe météorologique au nord du 42e parallèle.
D'autres en revanche, comme Marc Lépesqueux, Curium Life Forward, Stan Turet Everial, ont clairement pris le parti de piquer vers le sud. Pour Yam Limpings, Crédit Mutuel, c'est en revanche un souci technique, un point d'amure d'une voile d'avant qui l'oblige à faire le choix d'une route contrariée. Aux abords de l'archipel portugais, face à un redoutable système, l'heure des grandes décisions stratégiques a bel et bien sonné pour des marins et des bateaux déjà bien éprouvés. Les abandons en mer, le skipper australien Rupert Henry qui s'est dérouté depuis hier en raison d'une défaillance structurelle d'une cloison avec de son bateau et aura décidé donc de se retirer de la route du Rhum pour des raisons de sécurité. Également François Guiffan, skipper de l'IMOCA Catan qui a contacté la direction de course en début de soirée pour l'informer d'une casse sur son Nate de J2. Le skipper et le bateau vont bien. On ouvre désormais la page Focus pour se concentrer sur l'un de nos néo-aquitains, Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe et également de la Transat Jacques Vabre en 2011. Celui qui est originaire d'Arcachon, une figure expérimentée de la course au large. L'ingénieur de formation possède un palmarès à faire pâlir d'envie toutes ses pairs. Cette fois, c'est muni de son tout nouveau IMOCA qui s'apprête à attaquer la course. Il ne voulait plus d'un bateau d'occasion. Yannick Bestaven a donc décidé de s'inspirer d'un navire concurrent auquel il a ajouté sa touche personnelle durant les 10 mois de construction. Oui, bien sûr que c'est un nouveau statut qui me fait très plaisir, faut pas s'en cacher. Après voilà, on a remis les compteurs à zéro maintenant, on repart sur un nouveau programme avec un prochain Tour du Monde, un prochain Vendée Globe. J'ai la chance d'avoir un nouveau bateau que je vais expérimenter sur cette route du Rhum. Donc voilà, faut rester très humble et puis voilà, je repars sur la route du Rhum pour apprendre, tu vois. Donc je ne considère pas avoir un statut de favori aujourd'hui. Ouais, mais j'avais déjà mesuré un petit peu avant, mais c'est sûr que ça fait énormément plaisir. Et puis les gens ont suivi, ont vécu le Vendée Globe, et c'est bien pour moi, c'est bien pour nos partenaires, c'est bien pour la course au large en général, parce que regarde le nombre de bateaux au départ, là 138 bateaux avec plein de partenaires et sponsors différents, il y a plein de beaux projets. Non, on a vraiment une chance de vivre ça actuellement. Là. La course au large est un sport en plein développement qui continue à passionner, à faire rêver, donc tant mieux. Je me sens très bien, malgré le peu d'expérience que j'ai avec. Voilà, après, on l'a voulu pas trop différent du précédent, pour pas que je sois perdu, notamment dans les manœuvres. Voilà, déjà les couleurs ressemblent, donc ça me permet de me sentir bien à l'aise. Et puis, non, il va falloir maintenant le mettre au point. On va bien le tester, sa fiabilité, avec ce qui nous attend là au départ, avec du vent assez fort au près. Donc voilà, donc ça va être le premier test grandeur nature avant le Tour du Monde. Ouais. Bah, c'est un bateau qui vole mieux, avec des foils plus grands, donc il vole plus tôt et on peut arriver à tenir des vitesses moyennes plus importantes. Donc ça, c'est déjà important d'avoir un bateau qui soit compétitif par rapport à la concurrence. Voilà, après il faut arriver à supporter les grandes vitesses à bord de ces bateaux-là, parce que qui dit aller plus vite dit plus inconfortable aussi. Donc voilà, il faudra savoir mettre le curseur au bon endroit pour faire la meilleure vitesse moyenne surtout. Je pense que c'est une solution, enfin il n'y a pas de solution quoi, on ne pourra pas résoudre ce problème-là, parce qu'on veut aller de plus en plus vite, donc ça sera au détriment du confort, ça c'est une évidence. Donc voilà, on en est là aujourd'hui avec des bateaux qui sont des vrais Formule 1. Faut savoir que maintenant les bonhommes, il va falloir être bien préparés et surtout bien protégés pour les chocs. Ouais. Bien sûr, c'est déjà le cas. Hein. Moi je navigue casqué avec un gilet anti-choc pour me protéger mes côtes, hein, comme des gilets de kitesurf. Et j'ai des genouillères pour éviter les entorses. Enfin ouais, bien sûr, il faut être de plus en plus protégé. Ouais. Bah oui, carrément, parce que le plaisir de régler le bateau, puis de temps en temps on sort de notre bulle. Hein. Dès qu'il fait beau, que les conditions sont agréables, on a le droit de sortir. Par contre, quand les conditions sont difficiles ou très humides quand on va vite, c'est bien d'être protégé pour mieux manœuvrer sans en prendre plein la figure. Mais aussi pour l'ergonomie du bateau, pour l'aérodynamie, c'est mieux. Lorsqu'on est à 30 nœuds, c'est important d'avoir un bateau avec une aérodynamie bien étudiée. Et puis pour l'hydro aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des paquets d'eau sur le pont qui viennent alourdir et ralentir le bateau. Donc l'eau va mieux couler. Donc je pense que ces cockpits protégés ont plusieurs fonctions et c'est un gain important pour nos bateaux. Ouais. Bon, tu sais, je vais faire comme je le sens, hein. Je ne vais pas me soucier trop de la concurrence et puis voilà, si je sens que la météo est bien pour mettre la panier dans le coin et que je suis en confiance avec mon bateau, je le ferai. Et puis sinon, je prendrai mon temps et voilà, c'est vraiment chouette de ne pas se mettre la pression, tu vois. Et je ne l'ai pas du tout et voilà, je suis là pour apprendre, pour faire de l'expérience et puis me mesurer à des bateaux qui seront plus du test que
qu'autre chose et on verra en fonction des conditions météo. Bien sûr, c'est l'objectif principal, hein, c'est de marquer des 1000 pour la qualification, ça c'est important. Et puis apprendre, plus je vais naviguer, plus je vais apprendre de mon bateau et mieux ça sera pour la suite. D'arriver à Pointe-à-Pitre avec un grand soleil et plein de monde à l'arrivée pour nous accueillir et puis que la fête soit belle. On ouvre pour finir notre page résultat des néo-aquitains. En rang mono, Wilfried de Clerton, où sa balise n'aimait plus depuis 24 heures, est bel et bien toujours en course et va bien. Dans les catégories des classes 40, Jean-Baptiste Daramy, originaire d'Arcachon, occupe la 14e place du classement dans sa catégorie. Quito de Pavin, natif de Saint-Pardoux-la-Rivière, est 19e dans la catégorie des IMOCA. Les deux Arcachonnais Yannick Bestaven et Arnaud Boissière occupent respectivement la 9e et 17e place. Et enfin, les ultimes, le Rochelet Arthur Levaillant est 6e et le Charentais François Gabard est 2e. Cocorico pour la région, Arkema et Quentin Vlaminck en tête dans la catégorie des Ocean 50. Avec une petite information qui vient de tomber, Victor, avec un abandon. Une information qui vient de nous tomber à l'instant, Jean-François, effectivement. Ce lundi, Manuel Hamez, donc le skipper de Virangin en classe 40, a fait part à la direction de course, donc son abandon. Il s'agit du 11e skipper contraint de se retirer de la compétition dans la catégorie des classes 40. Merci Victor, on vous retrouve tout à l'heure. Et on retrouve justement Nicolas Coute, notre envoyé spécial en Guadeloupe, avec qui nous avons rétabli la liaison. Désolé Nicolas pour tout à l'heure. J'allais vous demander justement, on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine des conditions météo. Quelles sont-elles actuellement ? Écoutez, elles ne sont pas somptueuses, contrairement à ce qui peut se passer derrière moi sur la plage. On attend les alizés dans le courant de la nuit, mais aussi certainement demain, où il y a encore 800 000 nautiques compliquées à négocier pour les skippers encore présents. On dit que Charles Caudrelier va gagner cette compétition chez les ultimes. Ce n'est pas gagné, loin s'en faut, parce que il y a de la difficulté. Ce sera également le cas chez les Ocean 50 ou encore dans les classes 40. Donc bien malin qui pourrait nous donner encore le nom des vainqueurs, même si dans chacune de ces trois catégories-là, il y a 3 leaders qui semble ne pas se détacher d'un éventuel podium. Les chances, en revanche, pour des hommes, des marins tels que Joyon sont plutôt hypothétiques. Il faut le dire aujourd'hui, mais on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, et comme nous vous le faisons vivre depuis lundi, les conditions et l'ambiance montent crescendo avec les villages qui sont inaugurés au fur et à mesure du temps. C'était le cas à Pointe-à-Pitre dimanche. C'était le cas sur les images que nous vous proposons et qui ont été tournées ce matin à Basse-Terre, à quelques kilomètres d'ici. Et il est vrai que tout le monde commence à vivre au rythme de la Route du Rhum. La Route du Rhum, qu'est-ce que c'est ? C'est l'une des 3 plus grandes courses à la voile, l'une des 3 plus prestigieuses au monde. C'est 10 millions de budget. C'est à peu près 2000 personnes qui vivent annuellement de cette épreuve sportive. Elle est en relais, on le rappelle, la Route du Rhum c'est tous les 4 ans, elle est en relais avec la Transat Jacques Vabre que nous vous avons fait vivre l'an dernier depuis la Martinique et qui sera également l'année prochaine en Martinique avec dans la foulée au mois de décembre la première course de l'histoire qui concerne uniquement les ultimes. C'est une sorte de Jules Verne et un tour du monde en 40 jours, tout au moins c'est le record qui sera à battre au mois de décembre prochain. Donc l'ambiance monte, la météo est toujours vacillante et on est plutôt vigilant. Victor le disait il y a quelques minutes de ça, déjà 11 abandons, sans compter ceux qui ont été victimes d'avaries. Et encore, la course de la Route du Rhum, la 12e édition de cette Route du Rhum destination Guadeloupe n'est pas terminée, notamment pour les petits bateaux, les monocoques, les Rhum multi et les Rhum mono qui éprouvent les pires difficultés parce qu'ils sont dans quelques lames de fond avec notamment l'anticyclone et le fameux ouragan Nicole, avec encore quelques passages difficiles pour eux dans les heures à venir. On rappelle que eux, pour leur part, ils sont attendus fin novembre ici à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors justement, Nicolas, cette météo que vous décrivez fort bien, beaucoup de passionnés qui suivent donc la compétition jour après jour, pour ne pas dire heure par heure, non seulement regardent les classements, le classement général, mais l'une des questions, Nicolas, c'est est-ce que le record peut-il être battu en état ? On va être honnête avec vous, on ne peut pas vous le dire. J'en discutais ce matin avec Joseph Bizarre par SMS, le directeur général de Sport Penduic, l'organisateur de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Et pour le moment,
eh bien, on ne peut pas vous dire si oui ou non le record sera battu. On sait une chose en tout cas, c'est que le trio de tête composé, c'est un des ultimes bien évidemment, parce que pour le moment on se focalise sur eux à 200%, dirais-je, parce que la course est âprement disputée. C'est un travail et des duels d'acharnés parce qu'ils ne dorment quasiment pas. Après, on aura l'occasion de revenir sur les autres catégories. Mais le triptyque gagnant, Caudrelier, Gabard, Coville, aujourd'hui, Jean-François, Victor va s'imposer. Avec record ou pas, ce serait étonnant, surtout si les alizés freinent ou alors s'il y a des creux, parce que c'est possible, puisque je vous le disais qu'il y a encore 800 000 nautiques assez compliqués à négocier avant d'arriver ici en baie de Pointe-à-Pitre et de faire le tour de la Guadeloupe. On attend les bateaux ici aux alentours de 3 à 5 heures du matin, heure de Pointe-à-Pitre, heure à laquelle nous serons d'ores et déjà en direct, puisque vous suivrez en métropole l'arrivée par hélicoptère et par bateau. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver depuis une embarcation avec mes confrères, notamment de BFM et de l'équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le record semble compliqué, mais attention, un bon coup de vent, si vous avez du 40 nœuds pendant 200 000 nautiques, vous êtes bon et vous pouvez battre dans ces cas-là le record de 7 jours de Francis Joyon. Merci Nicolas pour cette analyse et on vous suivra bien évidemment et on sera là bien sûr Nicolas à vos côtés pour suivre cette arrivée en direct quelle que soit l'heure. Le rendez-vous est pris, ne bougez pas Nicolas, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. On enchaîne avec notre rubrique classique, l'une des rubriques que vous retrouvez tous les soirs depuis maintenant près d'une semaine, c'est la rubrique On Board, donc les images inside montées par Victor Pérez-Boucheron. Bonjour à tous. Bon, la mer c'est un petit peu rangé là, il fait beau. Donc la nuit dernière on a passé un front assez costaud où il y a eu pas mal de casses. Moi j'ai eu la chance de pouvoir passer à travers sans trop de bobos. J'ai eu quand même une 40aine de nœuds dedans. Et puis après le vent a complètement tourné, ce qui était attendu pour pouvoir justement faire une route au sud. Mais où par contre la mer c'est pas du tout rangé, où justement ça a fait un effet... c'est-à-dire de mer croisée. Et du coup, pas forcément agréable et pas forcément cool pour les bateaux. Et là, du coup, on est plein sud. Alors, il y a deux choix, en fait, deux options qui se présentent à nous maintenant. Une option qui va être d'aller faire un passage de front à l'ouest, mais qui me semble un petit peu trop velu, puisque là, on annonce plus de 45 nœuds avec une mer pour le coup complètement croisée. Et moi je vais plutôt faire le choix de faire du sud dans l'immédiat, quitte à perdre un petit peu de temps, mais le but c'est d'arriver de l'autre côté et de ne pas casser le bateau. Donc là tout va bien, il y a juste des petites fuites et un ou deux trous dans ma voile d'avant, mais que je vais pouvoir réparer et je veux que ça continue comme ça. Donc voilà, j'ai la patate et puis ça commence à se réchauffer un tout petit peu. C'est toujours un petit peu le souk dans le bateau puisque ça s'est pas trop calmé. Mais on va pouvoir commencer à ranger d'ici peu. Et puis voilà. Sinon, hâte quand même de pouvoir toucher enfin des ventes portantes d'ici quelques temps parce que le prêt ça commence à être long. C'est pas bon ça? Yes, bonjour à tous, bienvenue sur Redman. Ça fait du bien une journée où ça bastonne pas trop. Un petit coucher de soleil. On est sous grand voile. Grand phoque. Ça mouille pas trop, on a pu faire sécher le bateau, faire 2-3 bricoles. Et voilà, m'occuper un peu de ma cheville, je me suis mis un peu de glace. Ça va mieux. On est prêt pour une nouvelle nuit de vent fort. Allez, à très vite. Voilà. C'était encore la folle journée du bricolage aujourd'hui et là je viens de sortir la tête du bateau et je me dis qu'il est pas mal ce petit coucher de soleil. Là on est encore en mode tranquille avant de retourner vers l'ouest-nord-ouest dans du vent plus fort. Allez, je vais même me caler une petite sieste avant ça. Un petit coucher de soleil à la François Gabard. Trop joli. C'est un
nous sous le gros temps. Allez, à demain pour le lever de soleil. Hein. Ciao, ciao. Là, on est à l'avant du Initiative Cœur. Je vais vous montrer en fait le problème que j'ai eu l'autre nuit. L'amiant de la voile qui s'est cassé. Et je dois l'enlever et remettre un neuf. Et en fait, l'attachage et un petit peu de bricolage. Et en fait, le vent il vient juste à se calmer assez, la mer aussi. Voilà, fallait la voile et intervenir. Donc voilà, on voit ici où ça a cassé. Et du coup, ça a glissé. La voile était plus sécurisée. Donc, je dois enlever ça et je vais changer cette pièce aussi au cas où que c'était lui. Pendant qu'on est là, petit joli coucher de soleil à l'avant d'Initiative Cœur. Tranquille. Il y a quand même un énorme houle encore. Hein. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Moteur qui perd du gasoil. Voilà. C'est super. Ça fait plaisir. Je suis ravi. Accompagné par les dauphins. Passage des Açores. Sympa. Il y en a plein. Et surtout ça s'est terminé très mal puisque on a attendu sur place pendant quelques heures. Il n'y a absolument pas de vent dans ce petit couloir qui était prévu. Voilà, c'était un pari. Ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, donc on a attendu. Enfin, j'ai attendu beaucoup. J'ai pas beaucoup dormi. Du coup, dans pas de vent, vous savez qu'on peut pas faire grand chose. Il faut être hyper attentif, etc. Et c'était manœuvré. Voilà, c'était un peu la misère. Mais là on est parti, ça y est, le vent est revenu et on est au taquet avec un super angle. Donc tout va bien. On va sûrement rattraper le petit retard qu'on s'est fait cette nuit et voir si l'option est bonne. Alors une petite image du jour, enfin pas du jour mais du matin, voilà le soleil est en train de se lever. Tac. On a le Genac, le grand Genac en place, hop là, petite vague. Voilà. Et les conditions sont quand même bien meilleures que l'autre jour. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon, c'est pas la folie là, avoir de freelance.com là. Donc là je suis retourné dans le front cette nuit, gros bug de pilote automatique là, il arrêtait pas de sauter. Et le problème c'est qu'il y avait gros blackout, il n'y avait plus d'afficheur à l'extérieur. L'ordinateur il s'éteignait et le bateau restait à la barre et le bateau il partait dans tous les sens. Bon, heureusement on a réussi à régler ce problème. Par contre, la grand voile elle est déchirée vénère quoi. Donc là je suis juste sous J3 pour l'instant. On avance quand même à 10 nœuds. Bientôt vers la bascule devant et on va faire un peu de sud.
Peut-être pour m'inviter au niveau des Açores rapidement, je pense. Parce que là, la mer, elle est quand même voilà, on est encore 32. Cette nuit, il y avait un bout de 42 de l'établi quand même. Donc ça se secouait un petit peu, quoi. Ouais, bah là, il faut que je la répare, la grande voile. Il faut que je la répare. Bah là, comme ça, là, je peux pas, là. Allez, à plus. Ouais, bah bonjour, depuis GDD, petite vue de mon bureau, ça vous l'avez déjà vu. Et voilà, et là, hop, le lit. Bah le lit, je peux faire que le regarder, hein, parce que j'ai pas eu le temps d'y aller encore depuis le départ. Et puis, largueur automatique, années 90, vachement fiable. Ça marche au moins. On est, hop, je tire, et voilà. Ouais, parce que c'est quand même un peu chaud, hein. Il y a un petit peu de grain. Hier, on a bien levé la coque. Et voilà. Ouh. C'est pas joli, hein, d'abord. Non. Mais ça va s'arranger. On va vers le beau. Salut. Ben voilà, on repart vers les Açores. Et là, j'ai fait le virement de bord, le changement de voile d'avant, une fois, 2 fois dans la nuit, 3 fois. Choupi. Bon, là, on est sur un grand bord. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. Cette nuit, ça a pas mal chahuté quand même. Mais sinon, ça va, tout va bien à bord du bateau. Allez, et ma cigogne qui m'accompagne. Allez, ciao, ciao. Ces images dont on ne se lasse pas quotidiennement. Et comme tous les soirs, on enchaîne avec la page numérique de Victor Pérez Boucheron. Donc vous êtes engagé sur la Virtual Regatta. Depuis quelques jours, c'était pas terrible. Victor, est-ce que c'est un peu mieux ce soir? C'est pas la question si c'est pas terrible ou non, Jean-François. Je suis aussi tributaire des vents, tout comme les marins réellement engagés sur cette route du Rhum. C'est pas terrible. Écoutez, moi je juge que c'est pas mal. On est 92 millième sur plus de 171 000 engagés dans la catégorie des ultimes. On est au moins au 6e jour de course. Donc les jeux sont encore loin d'être faits. Donc Jean-François, pour faire un petit point rapidement sur cette Virtual Regatta, non pas sur moi, mon bateau Victor Namédien, qu'on l'espère, Nicolas Coute pourra retrouver sur le ponton d'honneur dans quelques. Et qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Quelques heures. Voilà, mon bateau à la voile violette étoilée. En ce qui concerne donc voilà ces ultimes 32-23, nous sommes 141 429 joueurs. Les premiers donc devraient arriver vers le 17 novembre dans la journée. Les 3 premiers sont Iticha qui est à 1341 000 de la Guadeloupe. Le deuxième est Pifou 17, tiens, comme la Charente-Maritime. Peut-être donc que ce joueur est originaire de la Charente-Maritime. Vous allez faire une enquête alors. On va enquêter sur ce joueur-là effectivement. Et Corsair 2B CAF Team, la cage au foile. Et donc 3e. Et en ce qui me concerne, donc Jean-François, je le disais, je suis à la 92e 1433e place. Les premiers ont atteint à mon avis les alizés sur ce que je vois sur ce graphisme et je vais pas tarder à les rejoindre dans les 6 à 7 prochaines heures en fonction des vents, en effet, Jean-François. Et alors quelques mots, Victor, on a parlé tout à l'heure avec Nicolas Coute, notre envoyé spécial, de l'arrivée des vrais bateaux, évidemment. Est-ce que vous avez aussi une simulation de l'arrivée des, entre guillemets, des virtuels bateaux, si je puis dire? Oui, en effet, les ultimes donc, devraient arriver aux alentours du 17 novembre, donc entre la soirée de jeudi soir et le vendredi matin. On se concerne donc les IMOCA, ils sont 169 280, ils devraient arriver donc le 20 novembre dans la matinée. Les Ocean 50 sont 68 192, ils devraient arriver le 19 novembre dans l'après-midi. Et enfin, les classes 40 sont 64 217, ils devraient arriver le 22 novembre dans la matinée. Bah là aussi, on suivra ça avec la plus grande attention. Après le numérique, on revient aux choses complètement cartésiennes avec notre envoyé spécial Nicolas Coute, qui est donc toujours en Guadeloupe. Alors Nicolas, tout à l'heure, sur certaines images, on a vu Charlie Dalin qui était en train de naviguer à côté des dauphins. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez croisé des sirènes, mais la question que j'ai envie de vous poser, Nicolas, est-ce que demain, vous avez un invité de marque ? Des sirènes, en tout cas, j'en suis pas sûr et je vous laisserai juge, Jean-François, derrière moi sur cette plage de la Grande-Anse. Vous parliez du digital et de Virtual Regatta il y a quelques secondes de ça. Demain, nous serons au sein du siège même du quotidien régional historique à Baie-Mahault. Il s'agit du quotidien France-Antilles qui a une histoire intimement liée avec la 12e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe. C'est Annick Fabrice, la rédactrice en chef adjointe, qui nous accueillera
dans les locaux de ce célèbre journal qui a connu récemment, à l'image de la profession d'ailleurs, la presse et les médias de manière générale, une crise financière sans précédent avant de connaître la crise de la Covid-19 et que le rebond soit amorcé et annoncé pour les mois à venir. Donc c'est Annick Fabrice qui me recevra demain dans ces locaux en espérant que le soleil soit toujours avec nous, que la pluie ait cessé définitivement hier et surtout eh bien, que les bateaux ne soient pas trop freinés par les alizés parce qu'on rêve tous en un éventuel record qui pourrait être celui de Caudrelier, éventuellement avec son maxi de Rothschild ici à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Merci Nicolas. Et sans entrer dans le détail de votre interview de demain, vous parliez effectivement de la crise de la presse papier. Est-ce que tout de même on peut teaser, si l'on peut dire, est-ce que cet événement de la course de cette route du Rhum, est un moyen de doper un petit peu, on va dire, les ventes ou tout du moins l'image du journal, Nicolas? On ne peut rien vous cacher, mais je vais pas griller l'interview de demain et le reportage de demain, mais effectivement, on fait des suppléments spéciaux à l'occasion de cette 12e édition de la Route du Rhum, une couverture digitale sans précédent pour ce journal et ce magazine, puisqu'ils ont fait les deux, et aussi une méthodologie qui s'appuie de plus en plus sur le digital. Ce n'est pas encore la fin de la presse papier, bien évidemment, puisque nous les premiers, on communique entre la métropole et la Guadeloupe par le biais du numérique et des liaisons téléphoniques et satellites. Et bien c'est pareil avec la presse écrite qui aujourd'hui a totalement révolutionné son économie. Et on parle plus d'ailleurs d'économie du numérique plutôt que d'une économie médiatique. Merci beaucoup Nicolas et on se retrouve demain, même lieu, même heure peut-être. Bonne journée à vous. À demain et bonne soirée. C'est le moment pour moi de refermer cette émission et de remercier Victor Pérez-Boucheron qui était à mes côtés. Merci Jean-François. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Victor, pardon, j'y vais y arriver. Et de remercier en régie Paul Maison-Regnault. Et on se termine comme tous les soirs par l'image du jour en vous rappelant que l'émission est à revoir ce soir à 21h sur notre antenne et sur notre chaîne YouTube. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.